Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. La semaine qui s'achève aura été marquée par les chiffres d'inflation PCE, la mesure d'inflation préférée de la Fed. Vous savez qu'il y a deux mesures d'inflation aux États-Unis, l'inflation IPC ou CPI et l'inflation PCE. Cette inflation PCE était très attendue parce que on devait voir si par rapport au mois précédent, notamment sur les mesures en rythme annuel, si des progrès étaient constatés sur l'inflation globale et sur l'inflation sous-jacente. Et les chiffres du jour ont montré quoi? Qu'il n'y a pas eu de progrès, notamment sur la partie sous-jacente, ce qu'on appelle l'inflation PCE Core, qui est ressortie en rythme annuel à 2,8%. C'est le troisième mois consécutif aux États-Unis que l'inflation PCE Core se maintient sur ce niveau-là. Et donc, on peut parler d'un plancher qui s'est formé donc sur le dernier trimestre sur ce niveau de 2,8%, sachant que l'objectif, c'est évidemment la zone des 2%. Donc, on n'est plus effectivement sur les niveaux où nous avions dépassé les 5%, quasiment 6% pour l'inflation PCE Core au pic post-Covid, mais on n'est pas non plus en train de faire de nouveaux progrès vers l'objectif. Et donc, c'est tout là le casse-tête de la Fed, parce que effectivement, les arguments en faveur d'une baisse de taux sont ceux des progrès qui ont été réalisés par rapport au sommet, sont le constat qu'on peut faire que même sur l'inflation globale, on est plus sur des niveaux de stress qui étaient des niveaux de l'envolée de l'inflation dans les 2 années qui ont suivi le Covid, mais toutefois on remarque que, et c'est ce qui ressort également des discours des membres de la Fed et même de Jérôme Powell lui-même, ces dernières conférences de presse où les derniers speakers de la Fed s'expriment aussi, entre les réunions, c'est qu'il y a eu des progrès significatifs réalisés en 2023 sur l'inflation, avec une cadence de ralentissement de l'inflation qui était nette, qui était très observable, alors que là, depuis plusieurs mois, que ce soit sur l'inflation CPI Core, donc l'autre mesure de l'inflation, ou l'inflation PCE Core, eh bien, on a peu de progrès. Je prends un cas concret, sur l'inflation PCE Core, sur les 6 derniers mois, les progrès réalisés n'ont été que de 0,4%. C'est-à-dire que l'inflation n'a ralenti que de 0,4% en l'espace de 2 trimestres. Donc ce sont des progrès faibles. Et dans le même laps de temps, on note des données sur la consommation aux États-Unis qui sont un peu moins bonnes. On a eu il y a quelques jours les chiffres des ventes au détail qui a montré une quasi-absence de progression par rapport au mois précédent. On a également eu aujourd'hui des éléments sur des chiffres de consommation aux États-Unis qui étaient en termes de croissance inférieurs à ce qu'on a observé le mois précédent. Et puis il y a ces constats réalisés par la Fed dans ce qu'on appelle le Beige Book, qui est donc une publication réalisée par la Fed une fois par mois. Et le Beige Book fait un recueil en fait de ce qu'on appelle les anecdotes par région américaine, où chaque antenne régionale de la Fed, soit la Fed d'Atlanta, la Fed de Richmond, la Fed de New York ou d'autres Fed, eh bien, d'autres antennes régionales, publient en fait ce qu'elles observent du terrain, chez les entreprises, chez les consommateurs, certaines variations, certaines progressions, ou au contraire, certains ralentissements. Et ce qui est ressorti dans ce dernier Beige Book, c'est qu'effectivement, la croissance a été relativement modeste ces derniers mois aux États-Unis, mais donc pas inquiétante pour autant. Mais la Beige Book fait quand même ressortir de la question des consommateurs qui sont plus sensibles désormais à la variation des prix. Donc ça, c'est un signe qui semble effectivement précurseur d'un ralentissement de la poussée sur les prix. Si les consommateurs sont plus sensibles, eh bien les vendeurs, donc les entreprises, seront moins enclins à avoir ce qu'on appelle du pricing power, c'est-à-dire avoir la capacité de bouger les prix comme elles le souhaitent. Donc c'est pas un constat qui est mauvais pour on va dire les trimestres à venir dans le cadre de cette lutte contre l'inflation, mais à ce stade, le constat qui est fait, c'est qu'on observe potentiellement des signaux de petit essoufflement ou de ralentissement de la consommation, alors que dans ce même laps de temps, l'inflation, elle, ne fait plus de progrès. Et donc, le problème, on peut le présenter de la manière suivante, c'est jusqu'où finalement la consommation devra ralentir, et donc voir à quel moment et jusqu'où l'économie américaine va aussi devoir ralentir pour que l'on parvienne à retrouver un rythme de ralentissement de l'inflation qui soit convergent avec l'objectif des 2%. Voilà. Alors que là, depuis plusieurs mois, ces progrès, on vient de le décrire, sont plutôt anémiques, voire totalement stagnants quasiment sur le front de l'inflation PCE Core. Donc, c'est une situation qui, pour les marchés financiers, on l'a vu cette semaine, devient un peu inconfortable parce que on a quand même le sentiment que cette économie américaine, depuis un mois ou deux, envoie des signaux un peu plus mitigés, mais
les cartes sont un peu brouillées aussi parce qu'on a eu un gros indice d'activité PMI dans les services il y a quelques jours. Et les services, on rappelle, c'est 3/4 de l'économie américaine. Et donc, autant l'ISM Service, publié il y a quelques semaines, était contracté, ce qui allait dans le sens de ce ralentissement, mais le PMI Service, lui, est ressorti en très large expansion par rapport au mois précédent. Et donc, ça ne rend pas le tableau, disons, plus lisible. Et donc, si on constate que dans ce laps de temps, les consommateurs américains peuvent être un peu moins appétants, mais que l'inflation fait peu de progrès et que pour autant les signaux économiques sont assez durs à interpréter ces 2 derniers mois, eh bien, ça brouille un peu les cartes pour le marché parce que le marché, comme la Fed, est data dépendant. Et quand les données économiques ne sont pas linéaires, ne donnent pas un tableau, on va dire, simple d'une situation, clair d'une situation, eh bien, c'est toute la réflexion autour des baisses de taux, eh bien, qui est un peu moins claire en fait. Et donc, non pas que on attendait des baisses de taux rapides de la Fed, mais du coup, le peu de progrès réalisé sur l'inflation, c'est un peu le caillou dans le pied de la Fed. Et même par rapport à la situation économique qui pourrait commencer à ralentir, pour l'instant, la Fed ne montre pas d'empressement à baisser ses taux. Et j'en veux pour preuve, s'il en fallait, que les derniers discours de banquiers centraux, je prends le cas de Michelle Bowman, par exemple, une membre de la Fed, elle a récemment déclaré qu'elle n'était pas pour le ralentissement de la réduction du bilan. Vous savez que la Fed ne baisse pas encore ses taux, mais l'autre instrument de politique monétaire que le bilan, lui, avait un rythme de réduction qui était programmé depuis pas mal de mois, qui était en place. Et puis le 1er mai, donc la Fed a annoncé qu'elle allait ralentir cette réduction. Elle allait réduire moins vite le bilan. Il va toujours réduire ce bilan, mais moins vite qu'auparavant. Et Michelle Bowman dit... Donc c'est une mesure un peu moins rigide, un peu moins agressive. Et Michelle Bowman, elle dit quoi? Elle dit qu'elle n'était pas pour ça, qu'elle ne souhaitait pas ce ralentissement parce que justement, il fallait reconstituer les réserves d'intervention futures de la Fed et qu'en gros, plus le bilan diminue, eh bien plus ça lui permettra ensuite de se redéployer en cas de nouveau choc, en cas de nouvelle crise par exemple. Donc elle dit tant que l'économie tient bien globalement et que l'inflation n'est pas encore en gros, grosso modo, calée vers les 2%, eh bien on a encore de la marge pour baisser le bilan, et donc il ne faut pas se presser pour réduire cette cadence-là. Donc vous voyez, les discours ne sont pas, on n'a pas de discours très accommodants dans le contexte actuel, mais on sent quand même que les choses sont en train peut-être de changer un petit peu sur le front macroéconomique, mais malheureusement sur le front de l'inflation, les progrès sont anémiques, et donc ces derniers mois en tout cas, et ne permettent pas donc à la Fed d'aller plus vite en termes de rhétorique par rapport au marché. Et on l'a vu d'ailleurs cette semaine, on a eu des taux américains qui ont retapé au-delà de 4,6% pour le 10 ans, ça c'est un peu détendu là en fin de semaine, mais cette semaine on est remonté à des 4,6%, 4,64 même je crois de mémoire, alors qu'on était à 4,30 il y a quelques jours, il y a à peu près une quinzaine de jours. Donc on a eu comme ça, vous voyez, un redressement des taux. On a eu notamment des minutes de la Fed il y a quelques jours. Le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, ce compte-rendu était plutôt faucon, plutôt hawkish. Et ça a aussi contribué à ce petit redressement des taux, en même temps qu'un pétrole qui a aussi rebondi sur une partie de la semaine avant de retomber là en fin de semaine. Mais il avait quand même pas mal rebondi, le pétrole, vers les $80. Et ça avait lifté un peu ces taux. Et c'est probablement ça qui a fait que les indices ont un peu corrigé cette semaine aussi, le Nasdaq, le S&P, tous les indices, en Europe aussi, aux États-Unis, parce qu'on prend le cas de l'Allemagne par exemple, cette semaine, le 10 ans allemand est remonté, le taux 10 ans allemand, donc un taux de référence, est remonté à son plus haut niveau depuis novembre. Voilà, ces petites choses ont un peu déstabilisé le marché. Je ne pense pas que ce soit dramatique, que ça ait des implications très profondes ou très long terme, mais simplement, les marchés actions s'ajustent un petit peu à cet environnement-là. Voilà, et c'est ce qu'on a observé cette semaine. Donc le VIX, je vous le disais, le VIX qui était retombé il y a quelques jours à 11,5, donc son plus bas niveau depuis 2019, eh bien il est remonté cette semaine à 14. Donc c'est pas un niveau de volatilité dangereux ou grave, simplement on observe un peu de couverture, voilà, un peu de couverture de la part des acteurs de marché et un petit redressement de la volatilité qui, moi, me paraît tout à fait logique dans ce contexte, dans le contexte qu'on vient de décrire. Autre élément de la semaine, ce sont les indices d'activité en Chine qui, alors il s'améliorait depuis à peu près 2 mois, presque 3 mois, notamment sur le front manufacturier. On a à nouveau eu une contraction du PMI manufacturier chinois. Alors c'est une des mesures du PMI, c'est celle qui est réalisée par le Bureau chinois des statistiques. Et la semaine prochaine, il y aura un autre PMI manufacturier, lui, une enquête réalisée par l'entreprise privée qui est S&P, Kexin notamment. Et donc cette semaine, en tout cas, celui publié par les autorités chinoises, eh bien, il est repassé en dessous de 50. Alors je ne pense pas encore une fois que ce soit grave là, de ce côté-là, parce que la dynamique qu'on observe en Chine depuis quelques mois est quand même plutôt satisfaisante sur le front de la balance commerciale, sur le front des indices, même dans les services par exemple, qui sont en expansion toujours. Donc il semble que c'est ce à quoi il fallait s'attendre, c'est à savoir une reprise un peu régulière des statistiques en Chine. Les marchés, eux, se sont pas mal redressés, sont même revenus en bull market à un moment donné, c'est-à-dire ils ont rebondi les marchés actions chinois de plus de 20% par rapport au point bas.
Mais là, depuis quelques jours, depuis même une quinzaine de jours, on observe une correction à la fois liée aux exercices militaires que la Chine a réalisés autour de Taïwan il y a quelques jours, puis là, ces PMI qui viennent aussi un petit peu renforcer cette volonté de prendre un peu les gains. Mais je pense pas qu'on soit parti sur un cycle baissier à nouveau sur les marchés actions chinois. Je pense que c'est plutôt un contexte, notamment les tensions commerciales Chine-Europe par rapport à ces questions de taxes sur les véhicules électriques et panneaux solaires ou autres, taxes qu'on déjà appliquées, donc en tout cas déclarations qu'ont déjà réalisées les États-Unis de leur côté. Ça contribue aussi à favoriser un peu la prise de gain sur les actions chinoises, mais j'ai quand même plutôt l'impression qu'on soit sur un repli un peu stratégique, mais pas le retour d'un cycle baissier fort sur les actions chinoises. Voilà, c'est plutôt comme ça que je verrai la situation. Ensuite, on a eu quoi cette semaine? Eh bien, on a eu également, ça a pu contribuer, je pense aussi un peu à ce rebond des taux qu'on a décrit il y a quelques instants. On voit que les prix du transport mondial, si on les observe sur un mois, eh bien, ils ont grimpé de 40%. Alors, du transport maritime mondial, le transport de containers sur la plupart des mers du globe, eh bien, le prix moyen de transport d'un container 40 pieds a grimpé de 40% sur le mois observé. Plusieurs facteurs liés à ça, toujours les questions des tensions en mer Rouge, avec les tirs qui continuent. Ça fait un peu moins parler en ce moment, mais il y a toujours des incidents avec des tirs de roquettes ou autres sur les navires, de la part des Houthis, sur les navires marchands qui passent par là. Il y a ensuite un autre phénomène, ce sont les conditions climatiques, en Asie notamment, qui rendent le circuit habituel des porte-containers bien plus délicat. Il y a des haltes qui ne sont pas faites dans certains ports, ou des haltes qui sont raccourcies. Parfois, les bateaux ne reprennent pas les containers vides, donc ça contribue aussi à tendre un petit peu les prix. Et puis il y a aussi un phénomène purement lié à la demande américaine, c'est la saison, on appelle ça le pic, c'est le pic de la saison de la commande des bateaux de la part des importateurs américains en prévision des périodes de vacances et même en prévision des périodes de rentrée. Donc c'est souvent une période de l'année où il y a un pic de demande de la part des importateurs américains pour ces bateaux-là. Donc voilà, ces trois facteurs-là contribuent à cette tension et donc ça contribue aussi un peu mécaniquement au sentiment que est-ce que ces hausses, on verra si elles durent ou pas dans le temps, mais à un moment donné, si elle venait à durer 3, 4, 5 mois, ça pourrait avoir des petites conséquences, non pas aussi inflationnistes que post-Covid. Là, le prix du transport des conteneurs, ça avait fait x10 post-Covid. Là, on a fait x3 par rapport au point bas qu'on a touché il y a quelques temps, il y a quelques mois de ça. Donc, c'est pas encore dramatique, et ça probablement pas de conséquences inflationnistes tout de suite, mais si ça venait à perdurer, bien, il y aura peut-être une petite répercussion quand même de ces prix, notamment sur le prix des biens, par exemple. On sait que l'inflation s'est pas mal détendue par rapport au pic post-Covid grâce à la diminution de la pression sur le prix des biens, de l'énergie également. C'était surtout les services qui posaient problème par rapport à l'inflation. Mais là, si on commence à avoir des prix en amont, notamment sur le transport de tout ce qui est marchandises qui grimpent un peu, eh bien, ça peut ramener peut-être, je ne dis pas une forte inflation, mais l'inflation par les biens, du coup, peut revenir un petit peu, si vous voulez. Et donc, si l'inflation dans les services, elle, peine toujours à ralentir, c'est là qu'on a des planchers qui sont un peu difficiles à casser pour l'inflation et qui donc freinent le combat de la Fed pour amener cette inflation à 2%. Donc, encore une fois, je ne dis pas que c'est ce que nous aurons, mais le marché peut en faire cette interprétation dès aujourd'hui par rapport à ce qu'ils observent de ces prix du transport mondial. Voilà donc pour ce qu'on peut dire cette semaine. Et puis on termine par l'inflation en zone euro. On a les chiffres d'inflation en zone euro. Alors, je ne pense pas que ça remette en cause la baisse de taux de la BCE prévu en tout cas largement anticipé la semaine prochaine, mais on a eu un chiffre d'inflation en zone euro, d'inflation cœur notamment, on l'attendait à 2,7% en rythme annuel, on l'a eu à 2,9%, donc c'est au-dessus du consensus, un peu au-dessus du chiffre précédent, c'est pas dramatique, mais voilà, ça. Je pense pas que la BCE ne baisse pas les taux à cause de ça en juin, mais il est possible, et on en reparlera la semaine prochaine, qu'on ait ce qu'on appelle une baisse de taux hawkish, c'est-à-dire une baisse de taux un peu faucon. On baisse les taux, mais où le message accompagnant la baisse de taux ne soit pas un message de complaisance, pas un message où on programme comme ça un cycle de baisse de taux, où on laisse penser que ce sera quelque chose de mécanique et de régulier. Voilà, c'est une baisse de taux, on voit ce que ça donne, et après on ajustera, donc les baisses de taux pourraient être écartées. Voilà, je pense que la Fed n'accompagnera pas cette baisse de taux d'un message accommodant. Ça me semble être assez évident, surtout après ces chiffres-là, qui sont une petite piqûre de rappel à l'absence de complaisance justement par rapport à cette question de l'inflation. On termine en quelques secondes par le programme de la semaine prochaine. Donc, je vous le disais, lundi, nouveau PMI manufacturier en Chine, mesuré par Kexin, donc S&P Kexin, donc un chiffre privé. Donc, on aura l'ISM, donc indice d'activité, ISM manufacturier
aux États-Unis. Mardi, une donnée importante pour la Fed sur l'emploi, le chiffre JOLTS, c'est-à-dire le chiffre des emplois disponibles aux États-Unis, chiffre toujours assez attendu depuis maintenant qu'on sait que les tensions sur le marché de l'emploi ont fait grimper fortement les salaires ou autres aux États-Unis. Voilà, toute détente du marché de l'emploi est la bienvenue pour la Fed, à condition que ça ne se casse pas non plus la figure, mais voilà, ce qui permet en tout cas de limiter la pression sur les salaires, ça c'est bienvenu pour la Fed dans le cadre de sa lutte contre l'inflation. On aura également les chiffres de l'inflation pour la Suisse mardi, donc pour tout ce qui concerne les devises, le forex, un franc suisse ou autre à surveiller évidemment. On aura les commandes industrielles américaines mardi après-midi. Mercredi, on entre plus dans le vif du sujet de l'emploi, c'est une semaine de l'emploi américain la semaine prochaine. On aura le chiffre ADP, donc chiffre privé des créations d'emplois par la grosse entreprise qui est ADP, qui donne une estimation des créations d'emplois d'après les chiffres qu'elle observe. Et ensuite, vendredi, on aura le chiffre officiel, mais dès mercredi, ce chiffre ADP sera surveillé. Décision mercredi après-midi de la Banque du Canada également sur ses taux. On aura l'ISM Service, gros rendez-vous mercredi après-midi. Les services, toujours le point chaud au niveau de l'inflation aux États-Unis, donc l'ISM Service, très attendu. Je vous rappelle que c'était contracté la dernière fois, l'ISM Service, il était passé en dessous de 50. Là, on l'attend en léger rebond en dessous de 50. Donc, gros repère qu'on va surveiller la semaine prochaine. Jeudi, journée phare avec les réunions de la BCE où, normalement, sauf cas de surprise majeure, mais la BCE devrait baisser ses taux de 25 points de base. Ensuite, on terminera la semaine vendredi avec le rapport sur l'emploi américain, donc toujours très attendu. On aura également des chiffres sur la balance commerciale allemande et la balance commerciale chinoise en fin de semaine, donc important à suivre aussi par rapport aux dynamiques commerciales. Et puis, dimanche, je ne peux pas oublier, le week-end prochain, les élections européennes. Là aussi, on verra selon le résultat, peut-être des petites conséquences sur les marchés actions le lundi matin. Voilà donc pour le programme. À tous, un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.